Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un truc qui revient souvent quand on parle diagnostic d'autisme, les fameuses première, deuxième et troisième lignes. Dit comme ça fait un peu jargon médical obscur. Oui, on dirait un plan de métro. Sauf que quand on est concerné, on a surtout l'impression d'être perdu dans des couloirs sans panneaux. Exactement. Alors on va tout reprendre calmement, concrètement, avec des exemples de la vraie vie. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûtera rien, mais pour le référencement, ça nous apportera beaucoup. Alors TIS, la première ligne, La première ligne, c'est le repérage des signes. On n'est pas encore dans un diagnostic, mais dans le il y a quelque chose. c'est le moment où quelqu'un se dit « Tiens, cet enfant, cet ado, cet adulte ne fonctionne pas tout à fait comme les autres. Ça peut être repéré par un médecin généraliste, un pédiatre, un médecin scolaire, un psychiatre ou pédopsychiatre, un psychologue, parfois même un enseignant ou un parent. » Par exemple, un enfant qui ne parle pas comme les autres, une personne très sensible au bruit, à la lumière, des difficultés sociales importantes, des intérêts très restreints, une fatigue extrême liée aux interactions. En première ligne, on observe, on écoute, on oriente. Mais on ne pose pas encore officiellement un diagnostic TSA ou neuroatypie. C'est souvent là que les gens entendent. Il faudrait creuser. La deuxième ligne, c'est le moment où on entre dans une évaluation spécialisée. On ne parle plus seulement d'un ressenti ou d'une intuition. Là, on commence à regarder comment la personne fonctionne, concrètement, dans sa communication, son corps, ses interactions, ses adaptations. Les professionnels de deuxième ligne peuvent être des psychiatres ou psychologues formés au TSA, des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, parfois des équipes de CMP, CMPP ou structures spécialisées. Chaque professionnel observe une facette différente, la communication et le langage, la motricité, la coordination, le rapport au corps et aux sensations, l'autonomie dans la vie quotidienne, les stratégies d'adaptation. On peut utiliser des entretiens cliniques, des questionnaires, des bilans spécifiques selon la profession, une analyse fine du développement et du vécu. À ce stade, on peut avoir une hypothèse solide de T, S, A, des éléments très parlants ou la mise en évidence de troubles associés. Mais c'est important de le dire clairement. La deuxième ligne ne pose pas toujours le diagnostic officiel, surtout pour les profils complexes, camouflés ou adultes. La troisième ligne, c'est le niveau expert du parcours diagnostic TSA. C'est là qu'on arrive quand la situation est plus compliquée que la moyenne ou quand les lignes précédentes ne suffisent pas à trancher. La troisième ligne se fait le plus souvent dans un CRA, Centre Ressources Autisme, ou dans des centres experts hospitaliers, avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans l'autisme. Dans un CRA, on ne regarde pas juste est-ce que la personne est autiste ou pas. On fait une évaluation globale, approfondie, croisée entre plusieurs professionnels, psychiatres, psychologues, neuropsychologues, parfois orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, selon l'âge et le profil. Mais c'est quoi une situation complexe ? Quand on parle de situation complexe, ça ne veut pas dire que la personne est compliquée. Ça veut dire que les signes ne sont pas immédiatement visibles ou clairs, ou qu'ils se mélangent avec d'autres choses. Ah oui, comme une femme ou une personne assignée fille qui a beaucoup appris à camoufler, un adulte qui a construit des stratégies pendant des années
ou une personne avec un haut niveau d'adaptation apparente. Oui, Mukina. Ou des troubles associés, TDAH, anxiété, trauma, troubles de l'humeur, troubles sensoriels et j'en passe. Un parcours de vie lourd avec des violences, des ruptures, des hospitalisations ainsi que des diagnostics posés auparavant qui brouillent la lecture. Parfois, il peut y avoir également des bilans contradictoires, des professionnels pas d'accord entre eux, ou un énorme décalage entre ce que la personne vit à l'intérieur et ce qu'elle montre à l'extérieur. En troisième ligne, on reprend toute l'histoire développementale, on croise les regards de plusieurs professionnels, on utilise des outils diagnostiques de référence, on analyse le fonctionnement global, pas juste les symptômes. Le but, ce n'est pas de coller une étiquette, mais de comprendre comment la personne fonctionne vraiment. À la fin, il peut y avoir un diagnostic TSA posé officiellement, un diagnostic différentiel clair, ou parfois la confirmation qu'il faut encore du temps et des ajustements. Arriver en troisième ligne, ce n'est ni un échec, ni un caprice. C'est souvent le signe que la personne a un fonctionnement fin, subtil, masqué, et qu'elle mérite une évaluation à la hauteur de sa réalité. Les CRA et la troisième ligne sont là pour les situations où le diagnostic demande plus de temps, plus de finesse, plus de croisement. Et si le parcours est long, ce n'est pas parce que tu exagères, c'est parce que ton histoire mérite d'être comprise. Exactement, Mukina. Et c'est sur ces mots que nous allons vous laisser. Bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.